Bienvenue à bord, bâtard. Le projet Bâtard, c'est avant tout une aventure humaine. Au départ, c'est 5 copains. Dans le garage des parents, on décide de lancer un projet fou, qui est de construire un drakkar, donc un bateau viking, en maîtrisant toutes les étapes, de la conception à la construction, en passant par la découpe d'arbres dans la forêt et la fabrication des machines pour transformer le tronc en planche. Et on fait un premier bateau qu'on finit en 2016, on en fait un deuxième entre 2018 et 2019. Après avoir construit ces bateaux, et ben on passe à l'étape 2, les expéditions. Et donc on a réalisé 3 expéditions jusqu'à présent, 2017, 2020, 2021. Et l'idée c'est donc d'aller avec nos bateaux en Scandinavie, donc au Danemark, en Suède et en Norvège, et de naviguer avec, et d'aller à la rencontre des musées avec qui on travaille depuis 2013, mais aussi de toute la communauté, de gens qui ont des drakkars et qui savent naviguer avec. Et donc pour cette année, 2022, notre dernière expédition, elle va se dérouler en 2 étapes. La première c'est la traversée de la Norvège depuis Stavanger jusqu'au Danemark, jusqu'à Aalborg. Et la deuxième semaine, à Aalborg, on récupère notre bateau, Bâtard-Fyr, et on navigue en faisant la course avec Saga Farman jusqu'à Roskilde, le musée des navires vikings de Roskilde, qui est le lieu de naissance de notre bateau, puisque notre bateau est une réplique d'un bateau qui a été coulé et repêché dans les années 50-60 et restauré et exposé dans ce musée. Alors une expédition Bâtard, c'est déjà le plus gros projet annuel globalement qu'on ait de manière répétitive et tous les ans. C'est 2 fois 10 membres d'équipage, 2 fois 9, ça dépend, qu'on envoie du coup avec notre bateau en Scandinavie pour naviguer du coup sur les eaux natales et originelles du drakkar et aller à la rencontre de nos copains danois, norvégiens pour se former, puisqu'ils nous forment à naviguer sur des bateaux plus gros pour nous se préparer pour la transatlantique, pour prendre de l'expérience, parce que nous aussi on peut former nos membres d'équipage. L'intérêt de la Scandinavie, c'est que c'est facile il y a plein d'îles, donc on peut naviguer un peu partout, on a une bonne température, on a des bonnes conditions à cette période de l'année, donc c'est vraiment pratique pour nous former à la fois des néophytes ou nous continuer à engranger un maximum d'expérience. Et c'est un timing assez serré parce qu'en fait on doit faire en sorte que, malgré le fait qu'on prenne du vent et que du coup on est impacté par l'aléa du vent, on ne peut pas le contrôler, on doit arriver à chaque fois en temps et en heure à des points précis pour récupérer l'équipage numéro 2 qui arrive par avion par exemple, et l'équipage numéro 1 qui repart. Donc ça fait partie des défis logistiques et c'est de prévoir est-ce qu'on va y arriver ou pas. Du coup l'expédition c'est aussi important parce que à la fois c'est le moment où on est tous ensemble, parce qu'on est aussi éparpillés dans plusieurs villes en France, on est tous ensemble sur une période assez longue, 2 semaines, que à pratiquer le projet bateau avec peu de choses extérieures qui viennent nous embêter. Et puis c'est aussi le moment où on va créer beaucoup de contenu en fait, qui vont nous servir toute l'année. Vous avez pu voir les très belles photos qui sont sorties sur Insta, c'est des photos, c'est de la vidéo. Voilà. Et tout ça c'est parce que ça nous permet, l'expédition nous permet vraiment de faire le plein d'images et après pour pouvoir en diffuser toute l'année avec vous, quoi. Donc l'objectif de la semaine 1, c'est de faire cette traversée Norvège-Danemark. Donc d'abord ce qu'on fait c'est qu'on amène notre bateau à Aalborg, on le met à l'eau, puis on déplace les voitures jusqu'à Roskilde et on rejoint nos copains norvégiens et le Saga Farman à Stavanger en Norvège. Ça va Guillaume ? Oh les Allemands LV4 là, ça veut dire quoi c'est écrit sur le panneau là. Ça veut dire à la prochaine. On est où là?
On est entre la frontière entre l'Allemagne et le Danemark. Bon, d'accord. On va se faire arrêter par les flics, vous croyez? Ouais, c'est sûr. Et on va voir notre gueule de con là. Ouais. Direct. On va vous dire, bon, on va faire les choses simples, donnez-nous la coque dès maintenant. Il y a un chauve avec vous. Arrêtez-vous. Yeah, I don't think it's a good idea on this. Just try. Okay. C'est n'importe quoi, ouais. Dis-moi ce t-shirt, ce serait pas Noël avant l'heure là? Qu'est-ce qui s'est passé là? Parce que maintenant on est une team qui gagne des compétitions, ils nous font un outfit d'été. Ok. Il y en avait du coup la salopette et la veste, mais il nous manquait le t-shirt et le short. Maintenant c'est fait. Ok. Ça va servir à quoi? À représenter qui et quoi? Nous on est team France sur bateau Viking. Ok. Et comme on va défoncer les Danois et les Norvégiens le 2 juillet, il faut qu'on ait... on a un petit peu une renommée de français à voilà, la French Touch, French Class. Allez, bienvenue à bord du Air Bâtard. Allez, bienvenue à bord de notre avion privé. Lui c'est notre pote. Ouais, c'est clair. Le note c'est celui-ci. Pas mal. Et là mon pote, c'est qui a? Il y a Lars. Ok LM. Et puis il y a l'Englishman. Donc la première semaine elle se passe sur Saga Farman. Donc Saga Farman c'est un bateau sur lequel on a déjà navigué l'année dernière. Donc c'est un drakkar qui fait 21 mètres de long, il fait 4,50 m de large. Donc c'est un bateau qui a été construit, c'est le deuxième bateau construit par l'association qui est en partie pilotée par Lars Bill, qui est un Norvégien, enfin qui est un Danois mais qui vit en Norvège, qu'on a rencontré en 2020 et du coup qui gère ce projet. Donc eux leur objectif c'est de reconstruire des bateaux tels qu'ils étaient à l'époque et de naviguer avec. La particularité de ce projet, de cette expédition, c'est que c'était aussi pour eux leur plus grande traversée en fait à bord de leur bateau. Donc ils étaient hyper contents d'avoir un équipage de jeunes Français en pleine forme pour compléter leurs équipiers norvégiens qui sont un peu plus âgés que nous. On est sur du 60 ans de moyenne d'âge. Non, en fait on fait spécifiquement 7 semaines avec eux parce que ça va être le nouveau record de traversée en temps et en distance de Saga Farman. L'équipe des Norvégiens, notamment Lars, en fait, ils veulent nous former pour qu'on soit aussi équipage France de leur bateau, puisque à partir de l'année prochaine, ils vont partir jusqu'à Istanbul et naviguer dans la Méditerranée. Donc ils cherchent à former des équipages aussi différents pour prendre le relais. Donc là, nous, l'intérêt, c'était vraiment de se cogner un peu sur ce bateau et de le pousser dans ses retranchements. Et nous, expérimenter aussi une traversée la plus longue pour nous, à savoir plus de 24 heures. Ouais, tu montres avec qui comment on fait là? Moi c'est Axel. Putain, Axel. Je vais y arriver Alexis, Axel. Alors, tu fais une boucle. Tu as ici un trou avec un arbre. Ouais. C'est un serpent. Le serpent sort du trou, fait le tour de l'arbre et re-rentre dans son trou. Ok. Théoriquement, si tu serres celui-là, Non. ça ne marche pas. Bon bah merci pour cette Voilà. prestation N'hésite pas. intéressante. You'll like this next bit, ladies and gents. This is the toilet. We're missing a piece of string. Where's that gone? I'm not going to demonstrate, but here it is. There's a toilet seat and a bucket. It's a very technical system. Bucket and chuck it. It's really quite important that you learn where the wind's coming from. The first time you do it, you'll know if you got it wrong.
So the plan is, finish this off, we leave here tonight, we go through the bridge, and we head south. We're going to be sailing overnight, and then leave. It's 100 nautical miles across to Denmark, which should be quite a nice sail. Hopefully if we leave 3, 4, 5 o'clock on Tuesday morning, we can do it all in daylight, and arrive in daylight. That's it. Watches, we'll explain to you, they're going to run 3 watches. Lars and I aren't going to be in the watches because we're too important. The watch leaders are going to be Thomas, Tora, and Tommy. I'm in charge, I'm the captain. My responsibility, if I say something, that's what happens. There's no discussion, that's what happens. Thomas is going to have a go at being captain. Tora, you want to have a go at being captain? We'll do a day around and you're in charge, and I step back and I will say, Tora's in charge. If I suddenly start opening my mouth, you start listening to me. Clear? Happy with that? Yes. Happy with that? Thomas is also going to be following him over there as best man. Same sort of thing happens. We'll give an indication. Tommy is best man for now. He gives the orders. If he's doing something wrong, there'll be a clear word coming from our quiet Dane over there to explain what's going on. 4 hours sitting around making coffee, getting the breakfast ready, getting the food ready, doing the washing up, whatever. 4 hours working, so driving the boat, lookout, steering, whatever it is. 4 hours of sleep where you're off in the tent. You can be on deck if you want during the day, but you're out of the way, you're not part of the ready crew. And then it rotates again. That's it, it's now 7:45, 8:45. Planning to be out of here in the next 30 minutes. That's it, thanks for your attention. Donc nous on arrive, on est 7 Français et eux ils sont 9 Norvégiens. Donc on a un équipage de 16 personnes et du coup on part dès qu'on arrive, à savoir le dimanche 19 juin à 19h. Donc on arrive à peine et on embarque sur le bateau et on part pour directement sortir de la baie du fjord de Stavanger et commencer à descendre. Le capitaine c'est Adam, donc capitaine anglais qui travaille en Norvège, qui vit en Norvège depuis très longtemps. Et qu'on a rencontré l'année dernière, un mec exceptionnel, très très bon navigateur, mais aussi très humble et très bon pédagogue, très bon professeur. Et lui, il s'est aussi pris du projet Avatar, et donc il est hyper content de nous former, nous transmettre tout ce qu'il sait faire. Donc pour nous, c'est une masterclass en fait tous les jours, et ça c'est juste exceptionnel. C'est aussi pour ça qu'on part là-bas, parce qu'on a accès à ces gens-là, à ces compétences-là. Donc moi, ma première mission, c'est d'abord de répartir l'équipage français en fonction des compétences, pour avoir du coup équilibré les 3 équipes, parce que du coup on va fonctionner en quart. Donc pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est le bateau, vu qu'on va naviguer H24, il faut une équipe en permanence qui du coup conduit le bateau, pilote le bateau, une équipe qui se repose et une équipe qui est à mi-chemin, qui peut aider à manœuvrer le bateau ou préparer de la bouffe. Et donc on navigue cette première journée, on arrive à 6h du matin au premier port, et donc après on a repris la route dans la journée, on a pas mal navigué à la voile, on a des très belles images d'ailleurs de ça. Donc les amis, c'est parti. Stia and Harald. Hagan. Harald. Hi. Hi. Hey, again, what's your name? Anne. Anne and the young boy here. Tore. 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 Yeah. Nice to meet you. Hello to the camera. Hi. Là, qu'est-ce qui se passe? Là, ils ont un projet. En fait, ils n'arrivent toujours pas à réparer ce putain de bateau. Bon. Du coup, ici on a Guillaume, présent. Arnaud, toujours en cambouis. Tommy's, where are the bills? Bye.
Donc là, on arrive en fait dans le dernier port avant de démarrer la phase qu'on attend tous depuis quasiment un an, qui est de faire une traversée de plus de 24 heures. Donc 100% à la voile, en pleine mer, avec une grosse partie de nuit. Et c'est pareil, c'est aussi une traversée que n'ont jamais fait les Norvégiens sur ce bateau-là. Donc c'est une première pour tout le monde. Et nous, en fait, ça c'est vraiment un test grandeur nature de ce que ça va être. Ça plusieurs fois en fait, la traversée de l'Atlantique. Puisque pour rappel, nous le trajet le plus long, c'est Islande-Groenland et c'est 7 jours. Donc là en gros ce qu'on fait c'est un septième de cette traversée-là qu'on fera plus tard. L'intérêt c'est de pouvoir tester, déjà de se rendre vraiment compte de ce que c'est que d'enchaîner les quarts, de naviguer de nuit. Et puis de tester leur bateau, de voir quels sont leurs aménagements, quelles sont leurs habitudes, quels sont les outils et les techniques qu'ils ont mis en place, et est-ce que ça nous convient ou pas, et comment on pourrait les améliorer. Donc c'est aussi ça qu'on est venu chercher, parce que ça va influer, on le verra après, sur comment on va concevoir notre bateau, et surtout comment on va concevoir l'aménagement du bateau, les matériaux utilisés, la bouffe, les outils, etc., les équipements. Donc on part, il est 6 h du matin, là on sait qu'on a une très belle journée devant nous, donc c'est agréable, on fait que de la voile, c'est royal. Donc là sur la journée en fait les quarts s'enchaînent assez facilement. Et puis après on arrive du coup sur la phase tant attendue qui est la nuit. Donc là on a quand même de la fatigue parce que nous on s'est quand même fait 2 jours de voiture. On arrivait directement à Stavanger, on a embarqué dans le bateau. Et on a un peu les 3 F du mal de mer qui sont fatigue, froid, faim. Bon certains d'entre nous n'y ont pas échappé. On a eu du coup quelques petits vomitos tactiques pour absorber ce mal de mer. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'en fait, pour nous Français, la bouffe c'est hyper important. C'est je pense aussi important que la sécurité. Parce qu'il faut savoir que les Norvégiens, j'espère qu'ils ne sont pas trop énervés quand on va dire ça, mais en fait ils mangent très mal par rapport à nous. Et du coup, en fait, la nourriture qu'ils ont proposée était pas du tout agréable. Et en fait, c'est hyper important sur le moral, notamment de nuit, d'avoir en fait des bons petits plats chauds qui arrivent. Et puis en fait, de nuit, à un moment, le vent baisse, donc on est obligé de faire un peu de moteur. Donc on a en fait le dinghy qui pousse derrière le bateau. Et en fait, toutes les heures, on change le pilote du bateau. Donc il y a une opération de faire attention que les personnes qui descendent du gros bateau au petit bateau ne tombent pas dans l'eau, restent bien attachées, parce qu'on est de nuit. Et on a fait des essais l'année dernière, de Dôme à la mer. Et en fait, on sait que déjà en plein jour, avec une mer calme, ça peut partir très vite de perdre la personne. Mais alors de nuit, avec des vagues, c'est même pas la peine, quoi. Donc ça aussi, c'est important, on a pu tester, c'est d'avoir des situations un petit peu dangereuses de nuit, et de voir ce qu'il fallait faire. Hey, sail up. It's okay for now. It's a yeah. Set, fast, fast, fast. Free. Set pour les nœuds, débauchez-le. Alors, il y a 3 équipes. Ok. 3 équipes de quart. L'équipe rouge, l'équipe verte, l'équipe jaune. Par exemple, le lundi, c'était l'équipe rouge qui commençait, puis l'équipe verte, puis l'équipe jaune. Et donc c'est ça tout du long. Donc ça enchaîne, équipe rouge, verte, jaune. On fait des quarts qui durent 4 heures, sauf entre midi et 16 h, où c'est des quarts qui durent 2 heures. Hello, my name is Tore Damir. Yeah. I like to show you how we prepare the soup for the lunch. Thank you very Here we have the soup made by some great Frenchmen yesterday. Yesterday you didn't say that. The challenge is probably to have enough storage to have everything, so it not become a chaos. Here we have tea, we have coffee, rice. Axel, qu'est-ce que tu vas faire là? Tu vas foutre la pizza? On coupe la pizza pour compenser le manque de pain. Enfin, on a encore du pain, mais on va commencer à faire attention aux réserves. Du coup, le reste de pizza qui maintenant a 3 jours, quand même, il faut la manger. Du coup, elle va servir d'apéro slash de pain pour trempouiller dans la soupe. Voilà. Ils ont pas honte quand même, faire des trucs comme ça?
Okay, we're in an area where the wind is dropping, pressure's going soft, and there's more wind to the south of us, so that we don't sit in that gently moving low area of pressure of low wind. Right. I mean, moving us forwards with the engine, we use it for hopefully a couple of hours. The wind will build, and then we've got the wind that we want to take us straight down to Denmark. Okay, so now we are in the middle of nowhere? Not quite in the middle of nowhere, because we can still see Norway. Okay. So we're about 25 nautical miles from land, and we have 70 nautical miles to go. So we're about a third of the way. Okay, we've done 1/3 in how many hours? We left at 6:30, so 6 hours. Donc du coup là on a tout le monde, du coup il y en a un qui pilote là derrière, il y en a un qui chie, il y en a un qui watch. Voilà l'idée. Ok, on a pas pris à moitié chemin à l'objectif. Il n'y a que des corps morts sur ce bateau et notamment ici. Donc là c'est là où tout le monde se repose. Voilà comment se passe un trajet. Vraiment, on a fait 24 heures pile à une demi-heure près. Donc là, le jour se lève et on rentre dans l'estuaire de Thyborøn au Danemark. Et là, c'est assez magique parce qu'on a des bancs de 5-6 dauphins qui surfent les vagues à côté et qui nous accompagnent. On a appris à la fois beaucoup sur nous, le fait de devoir vraiment gérer la fatigue, l'importance de la bouffe, l'importance de l'équipement, voilà, pour pas avoir froid. Et par contre, on a été là en termes de compétences, et on s'est rendu compte que c'était pas non plus très difficile en fait. Rien que pour ça, ça valait le coup de le faire parce que c'était une super expérience. Et on a fait un grand Rex, un grand retour d'expérience tous ensemble. Et là, on s'est fait une liste de choses qu'on veut voir ou ne pas voir justement sur notre bateau. Et puis bah voilà, on a enfin une première traversée de 24 heures au compteur. Donc là, effectivement, après on a quand même mis 3 jours pour naviguer depuis Thyborøn, donc l'entrée, jusqu'à Aalborg. Là en fait on avait Lars qui voulait nous emmener dans des endroits super chouettes. Là on a navigué sur toute cette mer intérieure qui est au nord du Danemark, c'est très beau, on a pu se baigner. Et puis après on est remonté jusqu'à Aalborg. And then we're out over the big open sea. I've organised for the sun to come out in an hour. Maybe? I did, yeah. Use my connection. We'll take all the sail down, pack it up nicely, and head over to Lars' secret island for Midsummer's festivities, where Harold has promised to dance naked around the boat. Et donc, quand on parlait de promiscuité, tu fais quoi toi? Je vais viser. Ah d'accord. Bon appétit alors. Donc là on voit comment la voile elle est foutue. Elle est bien décalée. Et en fait là l'idée ça va être de changer de tacking point, c'est ça? Oui. D'abord tribord là, actuellement elle est attachée. La petite ligne de vie comme on a vu, nickel. Le mec il est en règle, il va faire venir la voile. Il est très très fort ce fossorier. Il est très fort. Donc
Donc là en fait on va encore changer de voile de côté, on fait des manœuvres pour s'entraîner. En fait en fonction du vent, on change l'angle de la voile pour capter le plus possible de force du vent et donc drifter. Donc là Arnaud Abreu ici présent, et qui est Braco, et qui est Sénégalo Rouskov Molotov. Voilà. Here we go. Tu viens pas toi? Non, j'ai pas pris mon maillot. On arrive à Aalborg le 25 au matin, comme prévu, pour pouvoir du coup avoir une partie de notre équipage, Arnold, Braco, Axel, qui du coup nous quitte. Et le premier jour, Manon, Anne-Laure et Sacha qui nous rejoignent à Aalborg. Donc l'objectif de la deuxième semaine, c'est de naviguer avec Batavia de Aalborg jusqu'à Roskilde pour revenir voilà, sur les origines du bateau et puis en fait former, nous continuer à prendre de l'expérience sur notre bateau et former aussi un nouvel équipage parce qu'on a des nouvelles personnes qui sont arrivées dans l'assaut comme Anne-Laure, mais c'est des nouvelles personnes qui sont arrivées dans la communauté comme Sacha. Et l'intérêt c'est que du coup notre bateau il est plus petit, il est plus pratique à manœuvrer, on est tout seul dedans donc on est aussi autonome et c'est vraiment une très très bonne école. Donc effectivement le FIR c'est différent de Saga Farman parce que le FIR il fait que 12 mètres par 2 mètres 50 et on ne peut pas dormir dedans en fait, contrairement au Saga Farman. Ça veut dire que du coup tous les soirs on doit trouver un ponton, un quai ou une crique un peu protégée pour du coup aller à terre, prendre les tentes, monter les tentes et dormir dedans et faire notre petite bouffe et tout. En plus on n'avait pas de moteur, donc parce qu'on n'a pas réussi à réparer notre moteur électrique cette année. Donc on était aussi du coup vraiment dépendant du vent ou d'un éventuel remorquage pour nous tracter si on était coincé. Donc ça commence par une première grosse traversée, donc on part de Hals et on va jusqu'à Grena, donc un peu plus bas, il y a 35 nautiques et on part, il doit être 8 h et on arrive, il est 17h30. On arrive 15 minutes avant la pluie, donc c'était parfait. Belle journée de nav, du bon vent, des belles vagues, on a bien bombardé et on voit vraiment aussi l'expérience qu'on a acquise par rapport aux 2 dernières traversée où là on déroule le truc. On arrive dans ce port de Grena, un port très cool avec une maison pour les navigateurs, donc qui est tout équipé. Et ça c'est tellement génial là, dans des pays où en fait les gens respectent le matos. Et du coup en fait on avait accès à une cuisine toute équipée, on a pu dormir sur place, avoir des douches. Donc la veille on a récupéré le doyen, qui est Nico. Et ce jour-là, en arrivant à Grena, on a récupéré notre Alex national qui a un petit peu galéré à arriver, mais est arrivé. Et a eu le plaisir d'apprendre que donc il est arrivé vers 21 h et qu'en fait il fallait manger vite et c'est tout s'endormir le plus tôt possible parce qu'on allait se lever à 2 h 30 pour partir à 3 h du matin pour choper une bonne fenêtre de vent parce qu'en fait le lendemain on avait encore une trentaine de nautiques à faire et on avait du bon vent de 3 h à 11 h et on savait qu'à 11 h le vent allait faiblir. Faut des gens pour repasser la baume. Bon du coup mon petit Rollo, ouais. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qu'il y a au bout là-bas? D'où on part? Alors là-bas c'est le port de Restad. Resta. Grena. Gestapo. Qu'on appelle Grun. Donc c'est le port de Grena derrière.
Et là on est parti très tôt parce qu'on a un bon vent en gros qui commençait cette nuit, mais il fallait quand même qu'on dorme un peu. Donc, quelle heure est-il? Là il est 3h30, 3h40. Donc on était levé à 2h30, parti 3h. Là on va avoir le lever de soleil dans à peu près 1 heure, mais on profite quand même de l'aube. Qu'est-ce qu'on va faire là? Je me suis enculé le tibia. Non, on va changer de batte. Donc c'était un choix qui a payé parce que on a eu une très belle lumière, un très beau lever de soleil. Et la traversée s'est très bien passée et on l'a vu, hein, dès 9-10 heures, le vent a commencé à descendre. Et on est arrivé gentiment sur les coups de 10h30, 11h à Oden. Donc là d'abord on a mangé parce qu'on avait la dalle et on s'est un peu posé. Stylé. On est où du coup là? Oden. Oden. En fait là on a appris, on avait un problème avec les voitures qui étaient restées garées à Roskilde. Donc on a eu la chance, on les remercie encore une fois, Sissel et ses parents qui ont l'extrême générosité de bien vouloir nous prêter une de leurs voitures pour faire l'aller-retour à Roskilde, déplacer nos voitures, la remorque et revenir. Et pendant ce temps-là, l'autre partie de l'équipe, du coup, a préparé un maxi barbecue. Donc ça, c'est trop cool de revenir et d'avoir la trop bonne bouffe. Un coucher de soleil magnifique. Et en fait, il y avait des espèces de petites cabanes très basses mais très longues, ouvertes avec la vue sur la mer. On a pu du coup dormir dedans et ça, c'était magique, quoi. Tomorrow, reckon I don't know where I'll be. But if it wasn't for that old sheriff, I'd be back in Tennessee, playing cards and crap games, not looking for the score. And if I ever get back home again, I'll never roam no more. Gather round, you good time boys, listen to my song. May not know better, but I know you know right from wrong.
La difficulté, c'est que, et on le savait pour cette 3e journée, c'est que le vent il n'était pas favorable, voire pas favorable du tout en fin de journée. Donc on en a profité aussi pour avancer le plus possible. On partait d'Oden et on voulait aller à Hundestel et former un peu l'équipage à tirer des bords. Et là on va repartir d'ici 1 heure parce que le vent commence un petit peu à se lever pour aller jusqu'à Hundestel qui est à 15 nautiques par là-bas. Et en fait c'est l'entrée du fjord de Roskilde. Toi là, on n'y arrive pas? Non. Impossible. Si les mecs viennent nous chercher à 16h, ils en ont pour, je sais pas, peut-être max 1 heure pour venir. 17h, aucune chance qu'on y soit. On va se mettre face au vent et la voile va pousser le bateau vers l'arrière. On va faire une marche arrière comme ça. Et ensuite on va reprendre le vent. Plusieurs rôles, donc j'essaie d'expliquer un peu à chacun ça en 2 étapes. Quand on dit étape 1, vous devez, donc la bowline, vous la serrez à fond, donc vous vous mettez en direct dessus. On va reculer et quand il dira étape 2, c'est le moment où vous devez libérer le tacking point. Vous le libérez, vous enlevez la batte. Et après vous tirez. Et en parallèle de ça, on a aussi pêché et on a eu la chance incroyable de pêcher une vive. Et en voulant en fait la remettre dans l'eau, du coup il y a Rollo qui s'est fait piquer le doigt. Du coup on a attrapé une famille de Danois qui passait par là en bateau moteur, qui a bien voulu nous tracter jusqu'au port d'après. Il est où le produit antiseptique? Ah, c'est une vive? Moi je pense que c'est une vive. Alors tout va bien. Fais coucou au bateau moteur. Et il nous pose au fameux port de Clint. C'est un port qui est indiqué sur la carte, mais ce qui est assez bizarre, c'est que l'ouverture était très petite, à peine assez large pour notre bateau. Donc ils nous ont lâché un peu au large, on commence à y aller à la rame, on se fait déporter. On est venu un peu taper les galets, donc pas très grave, mais c'est jamais agréable, pour rentrer et se glisser dans le port. Et c'est là qu'on s'est rendu compte en fait, que le port était juste ultra sale, c'est vraiment dégueulasse. Il y avait ça faisait très genre champ de pétrole, ça puait, c'était vaseux, c'était vraiment immonde. On va voir le responsable du port, on lui demande voilà, on est là, on a un problème, il faut qu'on aille jusqu'à Hundestel, et là le vent il est face à nous, on ne peut pas y aller à la rame. Et en fait cette personne est une des rares personnes qu'on a croisées au Danemark de toute notre expérience à être pas sympa du tout, voire au contraire un gros con. Et en fait cette personne n'a pas vouloir nous faire payer, n'a pas voulu comprendre notre problème, ni nous aider. Donc on est reparti. Et en fait, on a un copain qui habite à Hundestel qui nous a aiguillés sur les sauveteurs et volontaires de mer. On a mis l'ancre et un peu plus au loin. Et on les a appelés pour savoir s'ils étaient disponibles, pas d'urgence, s'ils voulaient bien nous remorquer. Et ce qu'ils ont bien voulu faire contre une bouteille de vin. Enfin, c'était la surprise, ils ne le savaient pas. Mais c'est toujours cool de pouvoir remercier les gens. Et ils ont été géniaux et ils nous ont ramenés relativement vite au port de Hundestel, où on a pu après aller à un spot où on était déjà allé en 2020 pour camper, manger. Comment ça va les filles là? On est bien ou pas? Je sais pas, moi je pue pas la mort comme toi. T'es pas bien la merde. Toi. Ok, on va se détacher là pour tourner. Putain, je m'enfonce inexorablement. Là ouais, Ah mais c'est nous là, on remue je sais pas quoi là, putain c'est vrai que... Oh, ça dégoûte. Oh, oh, tout ce qui remonte. T'es prêt à aller dans l'eau avec la corde? C'est sûr que je saute à bâbord? Je sais pas. Je saute à bâbord? D'abord confirmé? Tribord non? Le bob! Le bob! Non. Putain! Alright. Sache! Ouais. Ce serait quoi ta dernière chanson avant de passer l'arme à gauche?
Toi, tu sais ce que tu mettrais, Nicolas? Et le cylindre. Un vieux truc, Piaf. Ça serait les oies sauvages. Ah merde, ils se sont bourrés de... Chaud plaçant, chaud plaçant. L'eau, ça garde. Tu mets pas tes lunettes, Sacha? Attends, je vais siffler. En plein milieu de l'écran là. T'en es où toi de ta blessure de guerre? Nickel. C'est pas ce qu'il faut dire. Ah, pardon, j'ai mal. Je souffre. To rescue boat. Oh, le mec, plus il se... Mais non, mais pourquoi avec le bon c'est pas le bon bateau. Moi je monte pas n'importe où. Hein. Ah, coucou. Moi je le réponds. La classique du bâtard. On m'a dit. Je vérifie les cordes et je me prends toutes les vagues dans la tronche pendant que tout le monde est tranquille derrière, donc c'est sympa quoi. Là-bas c'est le salon d'été. Ouais, et ici c'est quoi? Ici c'est le western mon gars. Donc une journée riche en aventure, mais on est arrivé, là on voulait à Hundestel, on a dormi, et après le lendemain on s'est mis, en fait on voulait rattraper Saga Farman, et pareil le vent au début était vraiment contraire, donc on avait un petit coup à passer, et trop long à faire à la rame, pour rattraper le Saga Farman en temps et en heure. Et du coup on avait pour mission, enfin l'équipage avait pour mission de trouver rapidement quelqu'un qui voulait bien nous tracter. Et en fait, en moins de 10 minutes, Anne-Laure a trouvé un mec super sympa qui s'appelle Dan, qui a bien voulu nous tracter jusqu'au pont de Frederiksund pour récupérer le Saga Farman. Et en parallèle de ça, on avait du coup le responsable, enfin le restaurateur du Knud, qu'on recommande en tout cas, à Hundestel. Il n'avait pas ouvert son resto pour manger, mais quand il a vu ce qu'on faisait, etc., le mec il nous a offert le petit déj pour tout le monde, il nous a fait du café, du super bon pain, du bon fromage, enfin juste c'était ultra sympa, ultra gentil. Et ça c'est le Danemark qu'on connaît quoi. Et après du coup cette journée, donc l'objectif c'était d'arriver à Roskilde, donc on a rattrapé le Saga Farman, on a passé le pont, et puis après on a fait d'abord 2 tentatives de voile, mais peu fructueuses parce qu'il n'y avait pas beaucoup de vent. See you next time. Voilà, toujours avec Dan le boss. On arrive au pont là-bas, le Saga Farman nous attend. L'équipe a l'air d'avoir bien pris le soleil. Surtout le petit Arnaud là-bas. Nice. Thanks Dan.
puis on est passé sur le lieu mythique où ont été coulés en fait, on va dire l'ancêtre de notre bateau, en tout cas la référence de notre bateau qui s'appelle le Scu de la Fils. On est quasiment à la moitié du fjord de Roskilde, pardon. Et en fait ici entre cette butte en terre plus les Scu de la 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui sont expos, qui ont été repêchés dans les années 50-60 et restaurés et exposés au musée. On le montrera sûrement demain dans la prochaine vidéo. Et donc ils ont été repêchés, voilà, ils ont été coulés et repêchés dans cette zone-là. Donc là en fait, en gros le bateau que nous on a actuellement. Exactement, notre bateau actuel, Batarfir, en fait c'est une réplique d'un bateau qui a été coulé ici en 1036 et repêché dans les années 50. Joli. Donc voilà, donc là c'est un peu un hommage quoi. Et après, on a eu un peu plus de vent et du coup, notre capitaine anglais et les Norvégiens ont voulu faire la course. Et en fait, on les a tout simplement défoncés, quoi. On leur a mis 1h30 dans la tronche en tirant des bords pour aller jusqu'à Roskilde. Et le plaisir ultime a été en fait, de lui mettre la Marseillaise dans la radio, sur le canal de secours, donc il ne pouvait pas l'enlever, alors qu'il nous voyait le dépasser et qu'il ne pouvait pas nous rattraper. Et voilà, et ça c'était un plaisir. Mais en tout cas, on remercie Adam pour son fair play, puisque quand on est arrivé, quand on l'a rejoint, il avait vissé sur la tête le bonnet du 15 de France en forme de poulet, bleu, blanc, rouge. Donc pour un Anglais, c'est quand même pas mal de fair play et ça on le reconnaît, donc c'était vraiment génial. Largué par le farman. Allez Nico! Il a pas mis de bave au Manchester aussi. Ah ouais merde. Ah putain. Merde. Ils m'ont tourné ce bateau. On voit que je suis rouge ou pas? Allez, vous foutez la veine. Celle-là. On vient de fumer le British là-bas, on va lui mettre la Marseillaise dans le talkie. On arrive à Roskilde, et Roskilde pour nous c'est vraiment une étape forte et clé de notre parcours. Parce que Roskilde c'est à la fois c'est la capitale viking du Danemark, donc ça l'a été pendant longtemps. C'est une très belle ville qui héberge le musée des navires vikings de Roskilde. Donc le musée qui expose ces bateaux qui ont été coulés autour de l'an 1000 dans le fjord de Roskilde et repêchés dans les années 50-60, puis restaurés et exposés dans le musée. Donc rien que pour ça c'est un peu un pèlerinage pour nous, c'est vachement important. Et puis Roskilde c'est aussi un chantier naval qui reconstruit avec les techniques de l'époque ces dracars coulés. Et en fait c'est avec eux qu'on a travaillé, qu'on a collaboré pour construire Batarfir, puisqu'on travaille avec eux depuis 2013. Si un jour vous avez la chance d'aller au Danemark, il faut absolument visiter ce site là parce que c'est vraiment magique et le site est vraiment extraordinaire. Donc pour nous c'était à la fois une fierté de pouvoir de nouveau rentrer dans ce port rempli de dracars. Pour nous c'est un endroit unique au monde, il n'y a que là il y a autant de dracars, il n'y a même que ça. De pouvoir se garer à côté d'une réplique qu'on a copiée qui s'appelle le Krakafir. Donc ça c'est génial, et puis après de pouvoir aussi montrer à tous les membres de l'assaut qui n'étaient jamais allés le musée, le bateau qui a 1000 ans et qui est en fait ce pour quoi on a construit Batarfir. Et ça c'était à la fois fort et puis génial quoi. Donc le soir on a eu la chance incroyable d'avoir une visite privée du musée de Roskilde en anglais avec l'équipe des Norvégiens. Et avec on a une grosse verrière qui donne sur le fjord. Et donc en fait quand vous prenez un peu de recul, vous avez vraiment les bateaux qui ont 1000 ans. Et puis dehors vous voyez en fait notre bateau qui est la réplique du bateau qui est à l'intérieur, qui est au port et qui attend de repartir quoi.
Bon, ça c'était vraiment génial de pouvoir avoir la liberté de se balader comme on voulait dans le musée et de faire des photos qu'on habituellement on n'a pas le droit de faire et de se reconnecter avec ce bateau voilà, qui a 1000 ans et qui nous a inspirés. Donc ça c'était génial. On est où, Et du coup on arrive ici dans notre atelier, qui nous a fait rêver avec Arnaud et toute la team depuis 2013, qui est l'atelier des boatbuilders de Roskilde où ils ont construit les petits mais aussi des gros modèles Drakkar de Roskilde. Atelier avec vue sur mer, je pense que c'est imprenable. Et en extérieur on ira après, il y en a le chantier naval un peu plus gros. Donc là le premier truc le plus intéressant c'est le mur de hache. C'est en gros globalement tous les outils à main qu'ils utilisent et qu'utilisaient les Vikings pour fabriquer les Drakkar. Donc les perceuses d'époque, ça c'est le modèle Bosch 1. Les perceuses d'époque? Ouais, perceuses d'époque, ouais. Il n'y a pas de batterie. Et après il y a toutes les haches en fonction de si on veut couper, enlever des copeaux ou creuser. C'est vraiment un truc de barge. Et après du coup il y a tous les couples. Tous les patrons qui leur servent une fois sur la quille pour former la coque. Et voilà. Et après pour ceux qui savent, pour les vrais qui sont passés dans l'arrière-boutique, derrière ces portes il y a des machines un peu plus modernes mais qui ne montrent pas au public mais que nous on a vu. C'est du bois d'arbre. C'est du bois d'arbre? Do it in English instead. Thank you. First, we need to determine this word Viking, the Viking Age, because it is really only up here in Scandinavia that we're really calling the Viking Age. On est là. C'est nous là. Voilà. But again. Là sont exposés les restes qui ont été retrouvés au fond du fjord. Et là c'est le sculpte de l'F6, c'est du coup l'ancêtre de Batarfjær, c'est vraiment le bateau référence que nous on a reconstruit avec notre version à nous à Toulouse. C'est exactement le... On a bien bossé quoi. Et effectivement, il y avait une petite surprise cette année qui était en fait le départ du Tour de France depuis le Danemark et plus précisément et carrément même depuis le musée navire viking de Roskilde. Roskilde nous a demandé avec tous les autres bateaux de la même taille à peu près d'être le jour du départ, d'être sur l'eau et en fait vu que les hélicoptères allaient filmer un peu le plan d'eau etc. De faire des courses, de naviguer ensemble et du coup c'était génial parce qu'on a pu renaviguer avec des copains contre lesquels on avait couru en 2020. On avait déposé tout le monde et on avait cette réputation parce que quand on est arrivé sur le ponton pour monter dans notre bateau avec notre nouvel uniforme, les premières remarques des Danois c'était « Par contre vous faites chier parce que vous allez encore nous défoncer. »
mais t'as été bonne, non? Bienvenue à bord, bâtard.